Salut à tous, c'est Ben au micro et vous écoutez le nouveau numéro de notre format Profil, votre émission de scouting NBA qui consacre chacun de ses épisodes à disséquer pendant un peu plus de 15 minutes le jeu d'un joueur NBA. Une émission que vous pourrez trouver en avance presque tous les mercredis à 20h sur YouTube et le lendemain en fin de journée, donc de jeudi sur les plateformes habituelles où vous écoutez nos émissions. Pour m'accompagner cette semaine, il y a d'abord Pierre. Ça va Pierre ? Salut Ben, salut tout le monde, ça va. Avec Pierre et surtout avec le scout de la semaine Alan, on va parler d'un joueur cher à Pierre, c'est Nerlens Noel. Ça va Alan ? Salut Ben, salut tout le monde. Ouais, c'est ça, on va parler de l'ami Nerlens. Je te propose qu'on perde pas plus de temps. Je vais juste présenter rapidement Nerlens Noel comme ce qui a pu être le cas avec Tyreke Evans la semaine dernière. C'est un joueur qui vient d'arriver à OKC cette saison. Donc, qu'est-ce que tu as pu remarquer de ce nouveau joueur du Thunder sur les quelques semaines où tu l'as observé ? Donc, je préviens directement, Pierre, ne t'énerve pas. C'est que du... Il a été élu parmi d'autres prétendants, il mérite son... C'est que de l'amour. Voilà, c'est ça, c'est que positif. Et merci à la fanbase du Rock'n'Roll d'avoir influencé le vote. Mais bon, il y a pas de souci. Donc j'ai eu la chance de suivre Nerlens Noel, le backup de Steven Adams au Thunder, joueur qui est donc dans sa 5e année, 3e franchise après les Sixers et Dallas. C'est un ancien très haut choix de draft. Nerlens Noel, c'était le 6e choix, mais en fait, pour avoir regardé un peu ce qui s'était passé à l'époque, il aurait pu prétendre au top 3, mais il avait eu des pépins physiques déjà à l'époque. On va voir que c'est quelque chose qui revient et qui dans la carrière de Nerlens Noel. Donc, un joueur qui a perdu pas mal d'argent en re-signant pas à Dallas il y a 1 an et demi et qui a signé, en fait, c'était un contrat au minimum du côté d'OKC, en sorte de 1+1, mais c'est lui qui a l'option joueur dans la 2e année. Il a l'option joueur à quasiment 1,9 million l'an prochain. Il a voulu se refaire une santé, une image dans une équipe qui gagne, un contender à l'ouest. Donc OKC a été un bon point de chute pour lui. Tout de suite, il faut dire qu'il est derrière un des joueurs les plus importants de l'équipe dans la rotation, le Kiwi Steven Adams. Donc très difficile de gratter un temps de jeu signifiant pour lui ou même de jouer dans les fins de match. Pierre le dira aussi, il a joué 0 fin de match serré, parce qu'en fait c'est Steven Adams qui est là, donc il n'y a pas de débat à avoir. Il a dépassé seulement 2 fois les 20 minutes de temps de jeu, en début d'année face à Phoenix et début décembre dans un match contre Détroit, et il a dépassé 16 fois les 15 minutes de jeu sur un peu plus de 40 matchs. Nerlens Noel ne joue pas beaucoup, il est en fait sur la saison à un peu plus de 5 points, 4,5 rebonds, 1,5 blocs en un peu moins de 14 minutes par match, donc c'est un temps de jeu réduit. 59% au tir, 73% au lancer franc, pourcentage honnête, parce qu'il n'a pas non plus 20 000 opportunités en attaque, mais dans la seconde unité d'OKC, j'en parlerai surtout dans la case attaque, il fait en gros ce qu'il a à faire, et sur le pourquoi du comment il a été recruté. Donc un petit temps de jeu, comme je l'ai dit, on peut un peu se demander qu'a gagné Nerlens Noel à jouer les backups à OKC pour son futur dans la ligue. Est-ce qu'il y a des signes de progression dans le jeu de ce pivot. En fait, souvent on commence par l'attaque plus que par la défense dans les précédents épisodes de Profil. Là, je vais un peu faire l'inverse. Je pense que vous comprenez pourquoi, parce que regarder Nerlens Noel, c'est d'abord le regarder défensivement au sein d'une des meilleures défenses de toute la ligue. Donc c'est ça qui était très intéressant. Regarder Nerlens Noel défendre, c'est en fait avoir vraiment l'impression qu'on a tout ce qu'on veut dans un pivot, un rim runner moderne, mais avec des erreurs mentales et des bêtises qui empêchent, je pense, un parfait développement. En fait, il a tout. Quand tu as une envergure à 2,23, c'est quand même très très positif. Il est grand, il est longiligne, il est un peu mince, il a juste aux alentours de 102 kilos. Mais c'est pas un défenseur extrêmement intelligent en fait. Il a tout, mais il fait des erreurs, il mord sur pas mal de feintes, ça explique son nombre important de fautes. Si on ramène son temps de jeu à 36 minutes, il a 6 fautes quasiment. Donc, ce qui est un gros pourcentage. Défensivement, comme je le dis, il a beaucoup plus de mal face à des intérieurs moins physiques, mais plus puissants. Dans les matchs que j'ai regardés, il s'est fait dominer sur des séquences par Costa Kouvos, par Gorgui Dieng, par même Derek Favors. Il a beaucoup plus de mal face à ces joueurs-là que face à des joueurs qui sont un peu plus dans son profil, des intérieurs toniques, modernes. Par exemple, il a réussi à bien contrôler un Willie Cauley-Stein, un Dwight Powell de Dallas, un Richaun Holmes dans un match face à Phoenix, ou un Sky Labissière. Bon, c'est dans le garbage time d'un match face à Sacramento, mais sur 2-3 possessions, Labissière a rien pu faire face à Nerlens Noel, qui est long et a une détente telle qui peut vraiment embêter ce genre de joueur. Il a une grosse énergie, il met beaucoup d'énergie dans Nerlens Noel, mais au rebond, je trouve qu'il a tendance parfois
parfois sauter à contre-temps. Ça, c'est quelque chose dès que je regarde un grand, j'arrive pas à comprendre comment des joueurs aussi grands arrivent à ne pas avoir un bon timing. Et sur certaines séquences, il est en position, il fait tout ce qu'il faut, il box out et il ne prend pas le rebond parce que il a pas eu un bon timing. Souvent, il saute trop tôt et il balance un peu ses bras en l'air. C'est limite un peu risible, mais faut quand même mentionner qu'il a une grosse énergie et c'est un bon rebondeur. Sur le petit temps de jeu qu'il a, il n'y a pas de problème au rebond pour OKC. Entre Adams et lui, je pense que Pierre pourra le dire en premier, il n'y a pas de problème de trop de rebonds offensifs laissés à l'adversaire par le Thunder. Il est assez intéressant dans ses dissuasions face aux guards et aux ailiers. C'est quelque chose qui est très recherché dans la NBA d'aujourd'hui. Grâce à sa détente, il arrive à souvent rester longtemps en l'air. Il est une vraie menace pour les joueurs qui en fait espèrent venir au cercle pour finir. Et lui, franchement, c'est très spectaculaire, mais il arrive à les contenir très bien. Il a lâché des gros comptes et de très belles dissuasions face à des très bons joueurs comme Buddy Hield, Donovan Mitchell sur quelques situations, ou même un joueur comme Evan Turner, qui est un joueur qui aime bien aller au cercle. Franchement, Nerlens Noel dans un match à Portland en fin d'année 2018, il a vraiment réussi à superbement le contenir. Il arrive aussi à tenir quelques meneurs rapides sur quelques situations en switch. Yogi Ferrell, De'Aaron Fox, Dennis Smith Jr., c'est quand même pas les premiers venus en termes de vitesse et de vivacité. Et franchement, il n'a pas été ridicule face à cette situation. Et Nerlens Noel arrive à les contenir plutôt positivement. Après, c'est pas non plus exceptionnel, c'est sur des petits temps de jeu, mais il n'est pas à la rue complet comme certains autres intérieurs. Mais ça pose un problème, je trouve. Il aime beaucoup sortir. Alors c'est clairement il a une survolonté de vouloir monter sur le pic. Je sais pas si Pierre pourra en parler, si c'est une consigne du coach, il pourra en parler, mais pour avoir vu vraiment les temps de jeu où Noel joue, donc le banc d'OKC, ça monte beaucoup. Et en fait, je pense que Nerlens Noel, il sait qu'il a une grande envergure, il sait qu'il peut embêter les porteurs de balles, rester un peu avec eux dans leurs chaussettes, mais du coup, il tend à délaisser son vis-à-vis, qui peut ensuite se trouver facilement dans la peinture, et avec une seule passe du meneur adverse, et la différence est faite et Noel, il a un temps de retard. Il se laisse ainsi, je trouve, vraiment facilement embarquer loin du panier. Peut-être par un excès de confiance en ses habilités à pouvoir défendre sur les petits, mais il a un camion de panier facile sur un petit temps de jeu face à Sacramento, face à Phoenix, de panier comme ça. Donc c'est un petit peu le revers de la médaille de pouvoir monter et d'être pas ridicule en switch pour Nerlens Noel. Mais ça reste quand même la défense, sa première capacité. Pourquoi il est sur le terrain? On se rappelle qu'il avait été élu freshman de l'année. C'est freshman défensif de l'année en NCAA. Il avait été drafté avec un gros pédigré défensif. Il a pas non plus fait trop évoluer son jeu défensivement, mais il avait une super bonne base et c'est pour ça que sur un temps de jeu réduit, il arrive à vraiment influencer le jeu défensivement. Si on passe au côté plus offensif et l'attaque, sans être méchant, le jeu offensif de Nerlens Noel, il est pas loin du néant. Mais en même temps, si on veut lui défendre, on lui demande pas non plus tellement plus. Il est là pour, dans un premier temps, défendre, pour être dans le 5 de la seconde unité d'OKC, avoir des paniers faciles, poser des écrans, prendre des rebonds offensifs. Il prend 11,5% des rebonds offensifs quand il est sur le terrain, c'est son plus haut taux en carrière. Donc ça c'est intéressant, il donne des secondes chances à ses coéquipiers. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est un début de connexion, un semblant de connexion intéressante avec Dennis Schroeder. On a vraiment deux joueurs que je trouve qui ont envie de jouer ensemble. Le jeu à deux, le two-man game entre les deux est intéressant sur des petites séquences avec un jeu en pick and roll et l'allemand qui en fait Dennis Schroeder c'est un bon passeur. Dennis Schroeder, bien sûr, il était peut-être un peu surutilisé, surévalué quand il était meneur titulaire du côté d'Atlanta, mais en tant que backup, en tant que backup à OKC, il est fort dans sa prise de décision et c'est un très bon passeur et il arrive vraiment à servir Nerlens Noel dans de bonnes conditions. Les deux ont joué 357 minutes ensemble, donc Noel c'est le joueur qu'il a le plus joué, c'est Dennis Schroeder, et quand Schroeder était blessé ou quand en fait Schroeder avait remplacé Westbrook dans le 5 et donc il jouait pas avec le banc, Pierre pourra le dire, je pense, l'impact de Nerlens Noel offensivement était vraiment néant, dans un néant total, parce que ce soit Raymond Felton ou les autres joueurs qui ont un peu qui ont un peu tenu la gonfle avec la seconde unit pouvaient pas servir Nerlens Noel dans de bonnes conditions, et lui c'est un joueur qui est un joueur de fin de chaîne qui a besoin d'être servi
pour pouvoir influencer le jeu offensivement. Il a beaucoup moins de possibilités parce que Schroeder était pas là, il devait se reposer quand lui était sur le terrain. Le 5 remplaçant d'OKC, que je trouve le plus intéressant, c'est un 5 qui commence à être pas mal utilisé par Billy Donovan. C'est en fait Schroeder, Abrines, Paul George, Patterson et Noel. C'est en fait PG avec le banc. Donc on a un peu tout dans le 5. On a du spacing avec Abrines et Patterson quand il veut bien mettre des tirs. On a 2 playmakers avec Schroeder et Paul George. Et en fait, on a Noel. Et Noel, il est là et tout ça profite à Noel parce qu'il a de la place dans la raquette grâce au spacing. Il a des playmakers avec lui qui peuvent le servir. Et lui, c'est là dans 5 où il arrive vraiment le mieux à s'exprimer et où le net rating offensif et l'offensive rating et le net rating quand il est sur le terrain n'est pas cataclysmique. Voilà. Il n'a pas encore de jeu offensif de haut panier, il n'a pas de jeu au poste. C'est pas hyper analytique comme jeu. Puis avec les joueurs qu'il a à côté de lui, c'est comme si en fait il y avait toujours un meilleur shoot ou une meilleure chose à faire que de donner le ballon à Noel post-ball quelque sorte. Donc sur les matchs que j'ai regardés, il n'a pas de ballon de ce genre. C'est un joueur qui prend des rebonds offensifs, qui amène de l'énergie sur un petit temps de jeu, tout ce qu'on demande d'un pivot backup. Le problème c'est que Noel, je pense qu'il y a des aspirations plus grandes que ça, que c'est un joueur qui potentiellement se voit et était vu comme autre chose dans la ligue que ce joueur qui joue une quinzaine de minutes et qui a un energizer à l'intérieur en sortie de banc. Son pourcentage au lancer franc est intéressant, il est à 73% avec une mécanique pas horrible pour un intérieur. Après il en shoot peu, seulement 18% de ses points viennent des lancers francs. Avant de regarder les stats, j'aurais pu penser que c'est un chiffre qui aurait pu être plus haut, simplement parce que c'est un joueur qui est plus grand, qui peut prendre des rebonds offensifs, qui peut directement remonter au cercle et embêter les défenseurs adverses. Mais en regardant plus précisément les stats et les matchs, c'est vrai que en fait, dès qu'il prend un rebond offensif, il va avoir tendance à ressortir le ballon sur un shooter ou sur un playmaker adverse. C'est comme s'il il a jamais eu trop confiance en son jeu offensif, à juste titre d'ailleurs, mais là il a encore moins confiance en ça et il sait qu'il y aura toujours une meilleure solution à ses côtés en quelque sorte. Donc Nerlens Noel offensivement, c'est un joueur qui a des limites, qui sait qu'il a des limites, mais en même temps je pense qu'il se voit un peu plus haut que le joueur qu'il est aujourd'hui. C'est un joueur qui a une option joueur l'an prochain, comme j'ai dit, à 1,9 million. Je sais pas s'il va la prendre. Je pense qu'il y a des équipes qui pourraient lui offrir un peu plus d'argent sur le marché, mais de là être un pivot titulaire en NBA, avec le jeu offensif un peu limité qu'il a et les erreurs qu'il peut faire en termes de fautes sur un échantillon de jeu un peu plus important, je pense que ça peut être délicat. Merci Alan pour ce profil de Nerlens Noel. Je vais me permettre de poser la première question parce que je sais que celle de Pierre est plutôt une question qui nous amènera sur la fin de l'émission. T'as beaucoup parlé de sa défense et je pense qu'on va axer là-dessus parce qu'on a bien compris que c'était assez anémique du côté de l'attaque. À quel point ces prouesses défensives, elles sont influencées par le fait que la défense d'OKC est la plupart du temps, je sais que Pierre me corrigera en me disant que c'est moins le cas dernièrement, une des meilleures de la NBA. C'est sûr que ça influence ses stats et son apport défensif. Il y a pas trop, quand dans les matchs que j'ai pu regarder, il y a pas d'erreur de fait dans l'équipe d'OKC, il y a pas de joueurs qui sont laissés trop ouverts, il y a pas de problème de communication et lui en fait, il est là et sur son petit temps de jeu, il est en plus avec des joueurs qui sont pas forcément des énormes défenseurs mais qui font pas d'erreurs, qui sont un peu vétérans dans l'âme. Patrick Patterson par exemple, qui est un joueur qui fait pas non plus 20 000 heures quand il joue avec Jeremy Grant à ses côtés sur quelques temps de jeu aussi. Voilà, il a aussi un joueur qui est défensivement très fort. Paul George fait une super saison défensive, donc ouais, il est plus fort défensivement qu'offensivement et son jeu défensif est très intéressant, mais il bénéficie en plus d'une défense très bien coachée et qui vraiment ne fait pas d'erreur et est un haut niveau depuis le début de saison. Ça c'est sûr. D'accord. Pierre, je te laisse poser la dernière question et rajouter quelques éléments si t'en as qui te viennent en tête. Non, je pense qu'Alan, il a bien résumé son côté energizer, mais très naïf et encore foufou, peut-être dû à sa formation tronquée, dû à ses blessures et les matchs qu'il a pas joué, enfin son imbroglio à Dallas. Moi, c'était par rapport à son aspect offensif. Je sais pas quel talent il avait à la draft offensivement. Moi, j'ai été surpris au début de saison. Certes, il a un rôle très limité, mais par son toucher, en fait. Il est pas si mauvais que ça près du cercle. Il est même assez adroit et il a même développé, très rarement il le fait, mais un petit tir à 4-5 mètres qu'il n'hésite pas à prendre. Comment c'était avant la draft? Est-ce que toi, t'as vu ça là dans les matchs que t'as regardés? Ouais, j'ai vu son petit tir, ouais.
Je l'ai vu sur quelques séquences. La gestion, elle est pas horrible, hein. Franchement, c'est quelque chose qui, s'il arrive à le travailler, ça me fait penser aussi un peu à Willie Cauley-Stein, tu vois. Il a un peu aussi ce même tir, un peu, c'est pas, ça se voit que c'est pas quelque chose de naturel, mais s'ils arrivent à le développer, c'est quelque chose d'intéressant. Avant la draft, c'était néant offensivement. C'était vraiment vu comme un joueur extrêmement fort défensif qui avait tous les aspects physiques pour après se développer. Si je me rappelle bien, je suivais pas encore trop la draft à cette époque-là, mais on le voyait vraiment de base comme un joueur extrêmement fort défensivement. Après, il a un petit toucher, ouais, mais je trouve quand même qu'il rate quelques trucs proches du panier quand même quand il a, et c'est surtout, il a des mains pas exceptionnelles. Il faut vraiment que la passe soit très bonne pour qu'il arrive ensuite à enchaîner, contrairement à d'autres intérieurs qui arrivent même avec des passes un peu basses ou des passes un peu fortes à vraiment saisir le ballon pour ensuite finir. Lui, dès que la passe est pas parfaite, pour ça que je trouve que quand il joue avec Schroeder, c'est très intéressant. Parce que quand il joue avec un autre type de meneur, ou avec un joueur qui est pas meneur et qui est un moins bon passeur que Schroeder, bah les passes sont un peu moins bonnes et lui il a plus de difficultés à finir. Bon, c'est pour ça qu'il lui envoie tout le temps que en l'air de toute façon, je pense aussi. Ouais, aussi, ouais. Et du coup, t'as abordé la question du contrat. Moi, j'avoue que j'ai pas d'idée sur ce qui peut se passer l'année prochaine et je sais pas, toi, d'un point de vue extérieur, qu'est-ce qu'il peut faire en fait? Ça serait quoi son marché et Ça, je sais pas. Franchement, c'est intriguant. Je pense que c'est un joueur qui a été en loterie, donc tu peux toujours te dire qu'il y a des franchises qui vont toujours se dire bon qu'il peut être plus que ce qu'il est aujourd'hui. Je sais pas s'il a envie, comment il se sent au KC, tu dois savoir ça mieux que moi, s'il prendra l'option qu'il a l'année prochaine et retestera le marché après. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il la prend, il aura 2 saisons, il sera vraiment dans l'ombre de Steven Adams et où il aura pas un temps de jeu extrêmement intéressant, sauf blessure, mais Adams est vraiment là et très très important dans le jeu de l'équipe. D'accord, ok. Ben, on va conclure comme ça ce nouvel épisode de Profil. On vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, de vous abonner également sur YouTube pour pouvoir écouter le numéro de Profil en avant-première, normalement tous les mercredis soirs, même si on a des fois quelques petits soucis de présentation. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu, comme on doit dire sur YouTube, je crois que c'est de tradition sur cette vidéo. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Profil.